Et puisqu'on veut prédire la probabilité de défaut pour un prêt bancaire, la variable dépendante, c'est le défaut de paiement de ses clients. Et par exemple, le deuxième client qui a un niveau de revenu élevé, qui a 78 ans, qui a une carte de crédit, qui a un ratio de dette très élevé, a fait défaut de paiement. Dans SPSS, on va dans Analyse, Neural Network, réseau de neurones, et on va choisir le perceptron multicouche, multilayer. Dans la liste des variables dépendantes, nous allons y mettre la variable défaut de paiement. Et dans la liste des covariates, tous les prédicteurs. Le niveau de revenu, l'âge, ratio de dette et carte de crédit. Donc, je sélectionne toutes ces variables que je mets dans covariate. Dans partition, il faut diviser l'échantillon en deux sous-échantillons. Une partie des données utilisées pendant la phase d'apprentissage pour entraîner, comme on dit, le système expert, le réseau de neurones, et une autre partie qui va servir à tester ce système. Vous avez le training set et le testing set. Et par défaut, SPSS répartit l'échantillon comme suit. 70% des données de l'échantillon sont utilisées pendant la phase d'apprentissage et 30% pour le test. Alors, vous pouvez changer en mettant 80% pour training, 20% pour testing, 60% training, 40% testing, mais je vais garder ces paramètres. Alors, l'architecture du réseau de neurones, comme on l'a vu, est composée d'une couche d'entrée, une couche de sortie et des couches intermédiaires, des hidden layers. Si on laisse à SPSS le soin de construire automatiquement l'architecture, il faut lui préciser deux paramètres, le nombre de couches intermédiaires, par défaut 1, et le nombre maximum d'unités, ce que j'ai appelé les UAL, les perceptrons, et bien par défaut on en a 50 au maximum. SPSS va faire un calcul d'optimisation pour trouver le nombre adéquat, mais il ne va pas dépasser 50, c'est le maximum. Et pour le nombre de couches intermédiaires, par défaut on a 1, mais ça pourrait être 2, 3, 4, 5, etc. Alors ça c'est pour une construction automatique. Pour ceux qui ont une connaissance relativement avancée en machine learning, eh bien vous pouvez paramétrer votre architecture en choisissant par exemple le nombre de couches intermédiaires. On a une couche ou deux couches, la fonction d'activation qui est la fonction tangente hyperbolique ou la fonction sigmoïde. Et soit vous laissez SPSS calculer automatiquement le nombre d'unités, soit vous définissez vous-même les unités pour chaque couche intermédiaire. Si on choisit par exemple deux couches intermédiaires, on peut demander 3 unités dans la première couche et 5 unités arithmétiques logiques dans la deuxième couche. N'est-ce pas? Donc, 3 perceptrons dans le premier et 5 dans le deuxième. Alors, faisons une analyse automatique pour commencer. Il y a plusieurs types de training, le batch, le online, le mini-batch. Gardons l'option par défaut, le batch. Et pour l'algorithme d'optimisation, vous avez le gradient conjugué. Je crois que j'ai fait une leçon quelque part sur la mathématique de ces deux algorithmes. Donc, si ça vous intéresse, gardons le gradient conjugué normalisé avec ses paramètres. Dans Output, on a la description du réseau. Le diagramme, c'est l'architecture. Et on va demander les poids synaptiques. Vous voyez ces fameux coefficients HIJ dont j'ai parlé dans le film précédent. Et pour les paramètres de performance, on a le Model Summary, Classification Results. On veut la courbe ROC pour les différents niveaux de la variable dépendante. On aura deux courbes ROC, une courbe pour la performance du système expert dans la catégorie des clients qui font défaut et une courbe ROC pour la performance du système expert dans la catégorie des bons clients, c'est-à-dire des clients qui ne font pas défaut. Et je vais aussi cocher la case qui dit Independent Variable Importance Analysis qui va nous donner parmi les prédicteurs revenu, âge, carte de crédit et ratio de dette, quelles sont les plus pertinentes pour prédire le risque de défaut du client. Dans Save, on peut demander au programme de sauvegarder la valeur prédite pour chaque catégorie par le système expert. On peut aussi demander les probabilités de défaut, ça ne m'intéresse pas. Ignorer export et options, ce n'est pas très important. Et je clique sur OK. Le premier tableau est une description des sous-échantillons, l'échantillon d'apprentissage qui contient 32 cas et l'échantillon de test et validation qui contient 8 cas. Et il y a au total 40 cas. Voyez, on a un échantillon de 40 clients. Dans le tableau Network Information, vous avez la couche d'entrée qui contient 4 variables qu'on appelle covariate.
l'analyse automatique et en fait l'optimisation a révélé qu'une seule couche intermédiaire était nécessaire pour faire cette prédiction avec 3 unités. Avec la fonction d'activation tangente hyperbolique, dans la couche de sortie, output layer, il y a une variable indépendante qui a 2 unités puisque la variable est binaire. Oui, le client va faire défaut de paiement. Non, il ne fera pas défaut de paiement. Et voici l'architecture. Vous voyez la couche intermédiaire qui comporte un biais ou 3 perceptrons. Et la couche d'entrée qui comporte 4 variables, le revenu, l'âge, défaut dans le paiement des cartes de crédit et le ratio d'endettement. Et la couche de sortie, vous ne voyez pas apparaître les poids synaptiques. Eh bien, c'est parce que SPSS les présente dans un tableau, le tableau des paramètres estimés que je vais montrer dans un moment. La couleur bleue désigne des poids synaptiques négatifs et la couleur grise des poids positifs. Et plus la couleur est enfoncée, plus elle est renforcée, plus le poids est élevé en valeur absolue. Vous voyez, par exemple, cette synapse a un poids très élevé par rapport à cette synapse. Vous voyez, cette synapse a aussi un poids très élevé, et puis celle-là, et puis celle-là, et puis celle-là. Alors, en regardant les poids synaptiques dans le tableau suivant, juste avant le tableau des paramètres estimés, vous avez ce qu'on appelle le Model Summary, qui donne des mesures de performance du système expert. Par exemple, le taux d'erreur du système expert pendant la phase d'apprentissage a été estimé à 9,4%. Pendant la phase de testing, l'erreur est d'environ 13%. Alors, il serait intéressant de regarder une architecture avec 2 couches intermédiaires en faisant varier le nombre d'unités logiques par couche intermédiaire pour voir l'impact sur le taux d'erreur en apprentissage et en testing. Et voici le tableau des paramètres estimés. Vous avez la couche intermédiaire et les paramètres H11, H12, H13, c'est pas pour chaque variable. Et vous avez aussi le biais. Et dans la couche de sortie, pareil, vous avez un biais et les poids synaptiques. Ces coefficients ont été calculés et optimisés pendant la phase d'apprentissage. Alors vous avez un tableau de classification pour les 2 sous-échantillons. Ce sont des tableaux de contingence 2 par 2 qui donnent des mesures de performance dans chaque sous-échantillon. Dans l'échantillon d'apprentissage, dans le training set, le taux de précision est de 90,6% ou 91%. Donc 91% du temps, le système expert a bien classé les clients dans l'ensemble d'apprentissage, tandis qu'environ 88% du temps, pendant la phase de testing, le système a bien classé les clients. 12% du temps, il s'est trompé pendant le testing et 9% du temps, il s'est trompé pendant la phase d'apprentissage. Et vous avez les courbes ROC pour chaque catégorie. Et vous savez que la surface ou l'air qui se trouve sous la courbe ROC est une mesure de performance du classifieur. Tout juste en bas, SPSS a calculé ces surfaces ou ces airs. Pour la catégorie défaut de paiement égal à non, donc pour les clients qui ne font pas défaut, pour les bons clients, l'air est environ de 93,7%, 94%. Même chose pour les clients qui font défaut. Le classifieur a donc la même performance dans les 2 niveaux de la variable dépendante, pour les bons clients et pour les mauvais clients. Quant à l'importance des attributs, des caractéristiques, on voit que le niveau de revenu a une importance égale à 0,1, l'âge du client a une importance égale à 0,34, le défaut sur les cartes de crédit a une importance de 0,095 et le ratio d'endettement a une importance de 0,464. Si on normalise ces importances, le niveau de revenu a une importance normalisée de 21,5%, l'âge du client 73,3%, défaut carte de crédit 20,5% et ratio d'endettement 100%. Et ce tableau fait apparaître clairement que pour l'échantillon, l'âge du client et son ratio d'endettement sont les variables les plus importantes pour prédire son risque de défaut. Alors, on a identifié les 2 variables pertinentes. On va donc prédire la probabilité de défaut de paiement d'un client connaissant son âge et son ratio d'endettement. Mais avant de le faire, je montre que SPSS a calculé pour le perceptron multicouche la valeur de la variable dépendante. Vous voyez, pour le 8e client qui a un niveau de revenu faible, qui a 35 ans, qui n'a pas fait défaut dans le paiement de ses cartes de crédit, qui a un ratio de dette élevé, ce client a fait défaut de paiement dans sa dette, son emprunt bancaire, alors que le système expert prédisait qu'il ne ferait pas défaut. Le système expert s'est trompé ici. Il a dit non alors qu'on a oui. Alors ici, il n'y a pas d'erreur, pas d'erreur. Alors refaisons l'analyse en ne conservant que les variables d'importance. Neural network.
On a l'âge du client et son ratio de dette comme attribut ou caractéristique pour prédire son risque de défaut. Je vais garder exactement les mêmes paramètres. Je clique OK. Voici la nouvelle architecture qui ne comporte que l'âge et le ratio de dette dans la couche d'entrée. Pendant l'apprentissage, le système s'est trompé 13% du temps. Mais pendant la phase de testing, il ne s'est trompé que 10% du temps. Vous voyez qu'on a amélioré la qualité de la performance. On avait 9% en training et 13% en testing. On a maintenant 13% en training et 10% en testing. 87% d'exactitude dans la prédiction en training et 90% en testing. Il y a une légère amélioration qui est peut-être statistiquement significative. Il y a aussi une amélioration au niveau des courbes ROC. L'air sous la courbe ROC est passé à 96% alors qu'elle était à 94%. Et regardez la nouvelle prédiction. Et ça c'est l'ancienne et ça c'est la nouvelle. Vous voyez ici on avait une erreur. Le client a fait défaut. Le premier système expert a prédit qu'il ne ferait pas défaut, donc il s'est trompé. Avec les deux variables que nous avons retenues, il a bien fait. Il s'est aussi trompé, mais moins souvent pendant la phase de testing que le premier. Je vais supprimer ces colonnes. Alors, nous avons jusqu'ici effectué une analyse automatique. Nous avons laissé à SPSS le soin de choisir le nombre de couches intermédiaires, le nombre d'unités par couche. Essayons une analyse paramétrée où nous choisissons nous-mêmes la configuration de notre architecture. Alors, je vais garder les 4 variables initiales. Partition 70%, 30%. Et dans architecture, au lieu de sélection automatique, je vais choisir Custom. Je vais demander 2 couches intermédiaires en plus de la couche d'entrée et de la couche de sortie. Donc on aura 4 couches. Je vais laisser à SPSS le soin de calculer automatiquement pour chacune de ces couches le nombre d'unités nécessaires. Pour la fonction d'activation de ces couches intermédiaires, gardons la fonction tangente hyperbolique, output, tous les autres paramètres restent tels quels. OK. La taille de l'ensemble d'apprentissage est 28. Il y a 12 clients dans le testing sample. 70%, 30%. Voici la nouvelle architecture qui a 2 couches intermédiaires. Il y a 3 perceptrons dans la première couche, numérotées H11, H12, H13, et 2 unités arithmétiques logiques dans la deuxième couche, numérotées H21 et H22. Et puis vous avez la couche d'entrée et la couche de sortie. Les poids synaptiques ont été calculés dans le tableau que voici. Le taux d'erreur dans l'échantillon d'apprentissage est de 10,7%, tandis qu'il n'est que de 8% ou de 8,3% dans le testing sample. C'est bien. Vous voyez ici on avait 10% contre 13%, et avec toutes les variables on avait 13% contre 9%. Et bien avec la nouvelle architecture, on a 11% d'erreur dans le training set contre 8% d'erreur dans le testing set. 90% de performance dans le training set, 92% dans le testing set. Et ici encore, on voit que la variable pertinente, la plus importante, c'est le ratio d'endettement. Alors, prenons un exemple pour illustrer. Supposons qu'un client applique pour une demande de prêt d'un montant de, on va dire, 50 000 $ auprès d'une banque. On demande au client de remplir un formulaire qui comporte les informations suivantes. Son âge, qu'on va noter X1, et une variable X2 qui mesure le défaut de paiement sur ses cartes de crédit, le niveau de son revenu, X3, est-ce qu'il a un revenu élevé ou un revenu faible, et enfin une quatrième information mesurée par la variable X4 égale à son ratio de dette. Alors, supposons que ce client ait 35 ans et qui n'ait pas fait défaut sur le paiement de sa carte de crédit, donc X2 égale à 0. Le client a un niveau de revenu élevé, donc X3 égale à 1, et son ratio de dette est moyen. Alors, la variable X4 a 4 niveaux, 1, 2, 3 et 4. 1 pour un ratio de dette faible, 2 pour moyen, 3 pour élevé et 4 pour très élevé. Le niveau de revenu, la variable X3 est une variable binaire, revenu élevé ou revenu faible. Même chose pour la variable X2, X1 est une variable continue. Alors, on va ajouter une variable auxiliaire que je vais noter X0. C'est un attribut fictif du client qui prend la valeur 1 et qu'on introduit à cause du biais.
Alors, ça, c'est la couche d'entrée du perceptron. On va y mettre une couche intermédiaire. Avec une unité arithmétique logique ou un perceptron. Et ce centre de calcul comporte un sommateur et une fonction d'activation. Et les synapses qui partent des inputs vers le sommateur. Le poids synaptique pour la variable x0, c'est bien sûr le biais, qui vaut, on va dire, moins 0,176. Le poids synaptique de la variable âge, et c'est 0,028. Pour le défaut sur la carte de crédit, c'est moins 0,333. Pour le niveau de revenu, 0,224. Et pour le ratio de dette, moins 0,031. Alors, ce sont les coefficients H11, H12, H13 et H14 de cette unité arithmétique logique. H11, c'est 0,028. H12, c'est moins 0,333. H13, c'est 0,224. Et H14, c'est moins 0,031. Donc ça, ce sont les poids synaptiques pour ce perceptron. La sortie du sommateur est un signal qu'on va noter Z, qui est calculé en faisant le produit scalaire du vecteur input par le vecteur des poids synaptiques, n'est-ce pas? X0 fois son poids, plus X1 fois son poids, plus X2 fois son poids, plus X3 fois son poids, plus X4 fois son poids. C'est donc moins 0,176, 1 fois le biais, plus 0,0281 fois X1, moins 0,333 fois X2, plus 0,224 fois X3, moins 0,031 fois X4. Et ce signal Z est une mesure de score de crédit pour le client. Ce client qui demande un prêt bancaire, compte tenu des informations fournies à la banque, vérifiées et validées par la banque, eh bien le système expert lui assigne un score Z égal à ceci. Vu qu'on a les valeurs des variables x0, x1, x2, x3, x4, on peut remplacer, faire le calcul. Par exemple, x1 vaut 35. Donc ici, on a 35. X2 vaut 0. Ici, on a 0. X3 vaut 1. Et X4 vaut 2. Et si vous faites le calcul, vous trouvez que Z vaut 0,9695. Ce score de crédit est ensuite transmis dans un centre d'activation. Et c'est en fait une sorte de centre de décision. N'est-ce pas? La fonction d'activation prend le score de crédit et va calculer une mesure de risque de défaut pour le prêt bancaire demandé par ce client. Alors, cette fonction d'activation, qu'on note souvent sigma, dépend de la variable Z. Donc, c'est une fonction de Z. Elle prend plusieurs formes. Par exemple, une fonction classique couramment utilisée pour entraîner les réseaux de neurones, c'est la fonction dite sigmoïde qui s'écrit 1 sur 1 plus exponentielle de moins Z. Et puis vous avez une autre fonction assez voisine de la fonction sigmoïde, la fonction tangente hyperbolique qui s'écrit exponentielle de 2Z moins 1 divisé par exponentielle de 2Z plus 1. La fonction tangente hyperbolique. La sortie de la fonction d'activation est la probabilité que la variable dépendante, ici la décision d'accepter ou de rejeter la demande de prêt du client, équivaut 1 si on accepte, ou 0, et la probabilité que y égale à 1, compte tenu des caractéristiques du client, est donnée par la sortie de la fonction d'activation. C'est sigma de Z. Et par exemple, ici, avec le score Z égale à 0,9695, donc sigma de 0,9695, donc 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins 0,9695,
eh bien on trouve 0,725, soit 72,5% de chance de faire défaut si on a ces caractéristiques. Et la probabilité que y égale à 0 compte tenu des caractéristiques ou des attributs du client, eh bien c'est 1 moins la probabilité que y égale à 1. 1 moins 0,725, eh bien c'est 0,275, n'est-ce pas, ou 27,5%. Et on a donc à la sortie deux outputs pour les deux niveaux de la variable dépendante, y égale à 0 et y égale à 1, avec la probabilité 27,5% de chance d'observer y égale à 0 contre 72,5% de chance d'observer y égale à 1. Et vous voyez qu'en comparant ces deux probabilités, le système expert peut prendre une décision. Le système expert prend la décision, doit prendre la décision de classer le client dans la catégorie y égale à 1, n'est-ce pas? Puisque la probabilité d'observer y égale à 1 est plus grande, est supérieure à la probabilité d'observer y égale à 0, sachant x. X est le vecteur des attributs ou des caractéristiques. Y a été défini comme faire défaut dans le paiement de la dette, et il y a un risque de 72,5% de chance que ce client fasse défaut, et par conséquent, il faut lui refuser le prêt. La valeur 0,725 a été calculée avec la fonction d'activation sigmoïde, mais que se passe-t-il si on utilise la fonction tangente hyperbolique? Donc si on remplace 0,9695 dans la fonction tangente hyperbolique, qu'on trouve 0,7485. Il y a donc 74,85% de chance de refuser le prêt au client si on utilise un modèle où la fonction d'activation du neurone est la tangente hyperbolique, n'est-ce pas? 74,85%. 72,5% contre 74,85%.